Vous avez fait allusion beaucoup plus tôt de cette redéfinition. On verra jusqu'où ça va se faire d'un pays à l'autre, cette redéfinition dans la hiérarchie des emplois. On a bien vu que les métiers souvent délaissés, souvent regardés par le haut, là, socialement, en tout cas, d'un point de vue salarial notamment, étaient finalement les métiers essentiels dans bien des cas. Euh, Êtes-vous favorable, Ariane, à une redéfinition codifiée là, euh, avec tout ce que cela entraîne en termes de considération sociale, en termes salariales, etc., des métiers? Je ne sais pas ce que, par redéfinition codifiée, cela impliquerait quelque chose de l'ordre d'une norme. Est-ce qu'il s'agit d'une norme qui doit venir de l'extérieur ou est-ce que il s'agit de faire évoluer les cultures, hein, puisque c'est bien un construit social et culturel, cette hiérarchie des métiers. Et moi, il me semble que cette hiérarchie des métiers, elle a à voir avec ce que l'on appelle les rapports de domination qui sont à l'œuvre dans les sociétés humaines en général et aussi beaucoup dans le monde du travail. Donc, c'est assez complexe et je ne suis pas certaine que il y ait de volonté, ça nécessiterait une volonté politique pour venir bouleverser cet ordre ou cette hiérarchie implicite des métiers et cette considération sociale de certains métiers. Quelqu'un qui intervenait beaucoup sur cette question de l'utilité des métiers, c'est David Graeber, qui est récemment décédé trop jeune sans doute, qui avait sans doute encore des choses à nous dire, avec son article qui a été assez médiatisé sur les bullshit jobs qu'il avait publié il y a quelques années maintenant et il y a eu une version française, hein, c'est comme ça qu'il est arrivé jusqu'à moi. Il se pose la question effectivement de l'utilité sociale, mais il me semble que, alors je ne suis pas spécialiste, mais cette question de l'utilité sociale était déjà évoquée par Marx au XIXe siècle. Donc on tourne autour toujours de ces mêmes questions ou ces mêmes questionnements sur l'utilité sociale, l'utilité économique des métiers et on voit que les deux ne vont pas toujours dans le même sens et peuvent parfois être en contradiction. Il est vrai que les métiers dits sociaux, en France notamment, ne sont pas forcément des métiers très, très valorisés. Ça peut être les métiers des aides-soignantes à l'hôpital, des auxiliaires de vie qui s'occupent de nos personnes âgées, donc de nos parents à domicile, le métier des infirmières, certains soignants, tous les travailleurs sociaux sont des métiers qui sont finalement peu valorisés en regard d'un métier par exemple des métiers dans la banque, qui sont des métiers très techniques, très pointus parfois aussi, hein, mais voilà, cette hiérarchie est aussi le reflet de la construction d'une société, le reflet de notre société, la société dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Avec Voilà. aussi peut-être des travaux, j'ai envie, là me vient à l'esprit, les travaux de quelqu'un qui s'appelle Dominique L'Huillier, qui a travaillé sur le sale boulot, hein, les métiers que l'on refuse de voir, que l'on refuse, les personnes que l'on cache, hein, nos personnes âgées que l'on cache dans des EHPAD en France, donc des structures d'accueil que l'on appelait maisons de retraite avant. Voilà, donc Dominique L'Huillier, elle a beaucoup travaillé là-dessus aussi. Donc ça reflète bien la société dans laquelle nous nous trouvons. Et il n'est pas certain que cette grave, alors grave épidémie, ou en tout cas cette épidémie qui a bousculé nos sociétés et notamment l'économie, parviennent à faire évoluer cette culture et ces construits sociaux qui sont quand même bien ancrés dans nos sociétés, peut-être notamment occidentales, mais en tout cas les sociétés qui se mettent sur ce modèle-là. Tout à fait. Comme vous disiez, les habitudes et cultures sont bien ancrées. Cela prendra probablement beaucoup de temps, beaucoup d'années, hein. Il ne suffira pas d'une volonté politique, d'un décret, d'une entente entre le patronat et les syndicats pour que cela change comme ça du jour au lendemain. Nous avons vu aussi que cette pandémie est venue faire évoluer, en tout cas je l'ai constaté
autour de moi, nous l'avons constaté à Éducation, l'éducation en action, faire évoluer un peu les priorités sociales, individuelles, familiales, hein. Ce que je veux dire ici, c'est que les gens accordent, on l'a vu, beaucoup plus d'attention maintenant aux questions environnementales et aux questions de santé, hein, santé personnelle. On fait attention à son alimentation, on fait attention à ceci, on fait attention à cela. Et une certaine presse a parlé, par exemple, ici et là, de l'augmentation de cas de divorce, l'augmentation des violences familiales, etc. Est-ce que cela vous surprend, Ariane, vous qui observez la société en général et le monde du travail en particulier depuis plusieurs années maintenant? Bah, si j'interviens de manière, enfin là je vais réagir du côté psychosociologue et en quittant un peu ce monde du travail, mais il me semble que ce n'est guère surprenant parce que les violences familiales ont lieu dans les familles et quand on est confiné avec la personne qui vous maltraite et qu'on est enfermé, confiné, c'est quand même de l'ordre de l'enfermement, avec peu de possibilités d'aller à l'extérieur. En France, il y avait des règles assez strictes. Eh bien, les effets de l'enfermement viennent peut-être renforcer les effets d'une violence préexistante. Hein, donc, c'est évident que ça n'a pas dû être facile du tout pour ces personnes et que ça a dû causer de grands torts et de grandes violences. Euh, et puis, j'ai oublié la suite de votre question, veuillez m'excuser. Est-ce que cette augmentation relatée par certains journaux, par une certaine presse, par exemple, taux de divorce, taux de violence familiale, etc., euh, est-ce que c'est une surprise pour vous ou est-ce que c'est dans l'ordre des choses au regard du contexte que nous vivons, que nous avons traversé? Oui, voilà, je voulais intervenir aussi sur la question des divorces. Bien, effectivement, cette à la fois arrêt brusque d'une vie d'avant pendant un certain temps, une mise en suspension de la vie d'avant, eh bien, peut-être est venu rebattre les cartes de qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie, hein, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, et dans des cas où les personnes vivaient côte à côte avec un essoufflement de la relation, eh bien, peut-être des personnes se sont mises à prendre des décisions en disant bah, finalement je veux vivre autre chose. Et sur cette question des violences, je crains malheureusement que ce ne soit pas surprenant. Et c'est vraiment lié à un contexte, le fait de l'enfermement, ce dont je parlais tout à l'heure, et des violences qui existent dans la société ou dans les sociétés en général, et qui tombent sur ce qu'on appelle les plus fragiles, mais le sont-ils, ce n'est pas certain, les femmes et les enfants. Hein. Ce qui remet au goût du jour la question de la domination masculine dans nos sociétés. Hein. On n'arrive pas, on a du mal, je vois en France, malgré mai 68, malgré les mouvements féministes, on a du mal à départir de cela, tellement c'est ancré dans nos mœurs ou dans nos habitudes de considérer parfois la collègue comme moins savante, moins sachante que soi. Ça paraît presque naturel, ou de dire que c'est naturel que les femmes prennent des... En France, nous avons souvent la possibilité d'avoir des jours enfants malades, donc des possibilités de rester chez soi quand ses enfants sont malades. Et ça paraît très souvent naturel que les femmes s'en occupent. Et le confinement a marqué aussi, bien souvent, il semblerait, la double journée pour la femme, puisque bien que l'homme était aussi à la maison, le père de famille était aussi à la maison, il semblerait que ce soit toujours les femmes qui se sont occupées de la bonne marche de la maison et de la vie domestique, hein, dans beaucoup de cas. Donc voilà, c'est pas encore, les évolutions sont très très lentes et ne sont pas linéaires. Il s'agit bien de processus sur peut-être plusieurs générations avec des avancées et des retours en arrière. Hein. C'est pas du tout un processus linéaire. Tout à fait. Dans le milieu du travail aussi, spécifiquement, un processus, hein, vous avez parlé au début, dans la première partie de cet entretien, des bouleversements, des changements qui ont eu lieu et qui continuent à avoir lieu dans le monde du travail. Ariane, quelles sont les nouvelles compétences? Avez-vous observé des compétences nouvelles à développer pour tirer son épingle du jeu aujourd'hui dans le milieu professionnel?
Moi, il me semble que les personnes qui sont favorisées par ce nouvel état du travail sont les personnes qui sont à l'aise avec les outils informatiques, avec le Zoom ou tout autre outil de ce genre. Ceux-là sont bien évidemment perdent moins de temps à essayer de se connecter, de se déconnecter. Ce sont aussi, et là il ne s'agit pas de compétences, les personnes qui peuvent disposer par exemple de la fibre optique alors que d'autres sont sous le régime de l'ADSL qui est une autre technologie, je ne sais pas si ça existe dans les autres pays, enfin certainement mais pas avec ce nom-là, dans d'autres pays. Donc ça c'est un peu à l'insu des personnes, ça ne dépend pas de leurs compétences. Moi il me semble que, en tout cas ce travail à distance, il a quand même favorisé le côté opératoire. Hein, les personnes disaient qu'elles étaient plus focalisées sur les choses à faire et donc favorise le côté opératoire sur peut-être d'autres côtés plus créatifs et plus de l'ordre de la pensée, de la réflexion, qui étaient déjà un peu ou beaucoup absents du monde du travail, en tout cas dans certains endroits. Donc, je ne sais pas si se focaliser sur le côté opératoire est une bonne chose pour tirer son épingle du jeu dans les nouvelles formes de travail, mais en tout cas, cette absence de penser sur qu'est-ce que je fais, quel sens ça a, ce que je fais, qu'est-ce que ça produit dans la société autour de moi, me paraît primordial, mais je ne sais pas si c'est ce qui va être retenu dans le monde du travail et dans le monde des affaires. OK. Merci, Ariane. Les entreprises devraient-elles accorder une plus grande importance au bien-être de leurs employés aujourd'hui? Parce que nous vivons quand même des moments très, très incertains, là. Oui. Très Côté incertain, émotionnel, c'est pas évident. très anxiogène. Bah, vous citez vous avez prononcé le mot émotionnel. Eh bien, le monde du travail est construit sur un modèle, je dirais, de virilité où les émotions n'auraient pas de place. Or, en tant qu'être humain, ben, les émotions nous accompagnent tout au long de notre vie. Hein. Et là, on voit bien elles ressurgissent de manière très forte ou parfois un peu excessive, hein, parce que de par en reflet, en miroir des difficultés que les gens ont vécues, c'est-à-dire il y a beaucoup de colère. Moi, j'ai constaté hein, auprès des professionnels auprès desquels j'interviens de la colère, la peur, parce que certaines réactions sont de l'ordre de la peur de ce virus, une très grande peur en tout cas, quelque chose de l'ordre d'un déni. Certains sont dans plutôt le mais non, c'est pas grave, c'est une petite grippe. Enfin, voilà, donc des réactions parfois opposées et qui ont des effets dans les équipes, qui peuvent avoir des effets de souder les équipes un peu plus, rapprocher un peu plus les professionnels, ou des effets de tiraillement, de tension, voire de conflit ou même de crise au sein des équipes. Ça dépend aussi de l'état de l'équipe avant cet épisode de confinement, déconfinement. Mais en tout cas, oui, les émotions, là, sont bien présentes au travail. Quand on nous parle d'hommes rationnels dans le monde économique, je n'y ai jamais cru. Hein. Les décisions les plus rationnelles sont prises souvent sous l'effet de très grandes émotions, donc c'est assez paradoxal, ou un peu presque ça fait sourire à observer, hein, mais c'est pas toujours les impacts ne sont pas toujours anodins. Mais effectivement, oui, là, on est quand même dans un monde où il me paraîtrait important de prendre en compte ces émotions et d'en faire quelque chose, en tout cas dans mon métier, hein, qui est le métier de l'accompagnement clinique, j'ai envie de dire, eh bien, mes émotions me servent à comprendre un peu mieux les situations que les gens évoquent auprès de moi. Je m'en sers pour ça, c'est-à-dire que je les analyse. Donc elles sont là, elles existent, hein, bien évidemment, mais moi je fais un travail réflexif, un travail d'analyse sur ce vécu, mes ressentis, mes émotions, et très souvent ça me permet de comprendre un petit peu mieux ce que vivent les personnes et ce que me racontent les personnes. Donc peut-être ce serait utile de pouvoir, en tout cas, ne pas faire comme si elles n'existaient pas, parce qu'elles sont quand même là, mais de les prendre en compte et de se dire elles sont là et comment j'avance dans le travail, comment j'avance dans l'animation de mon équipe ou dans la direction de mon entreprise alors que je suis aussi pris dans des émotions comme tout à chacun et c'est bien heureux. Voilà, c'est bien clair, hein, les émotions sont présentes. Quand il y a un être humain, il y a forcément des émotions, comme vous venez de bien l'expliquer, Ariane. Merci.
Beaucoup ont perdu leurs emplois, beaucoup, par dizaines de millions selon les pays. Euh, Beaucoup ne souhaitent peut-être pas retourner dans leurs emplois ou en tout cas commencent à entrevoir une autre possibilité, pense par exemple à l'entrepreneuriat, etc. Euh, du point de vue de la psychosociologue, comment analysez-vous ce changement de cap-là? À la fois ce chômage massif et ce regard, cette nouvelle considération, là, cette nouvelle prise de conscience pour l'entrepreneuriat plutôt que pour le salariat. Bien, euh, le salariat possède des avantages pour le salarié. Et là, je fais référence à un article de Daniel Linhart. Il faudrait retrouver la référence dans le Monde diplomatique en juillet, je crois, 2018. Mais en tout cas, c'était en juillet sûr. Qui s'appelait un salariat sans subordination. En échange d'un lien de subordination, donc comme dirait Marx, le travailleur met sa force de travail à disposition de son employeur, eh bien le salarié a certains avantages, la continuité ou l'assurance de conserver son emploi, donc avec des règles qui sont quand même assez souples, un salaire à la fin du mois, une occupation pendant les journées, l'appartenance à un collectif et une certaine reconnaissance par le collectif, par l'entreprise, une reconnaissance sociale de je fais partie de la société, la possibilité de développer ses compétences, ses savoir-faire ou d'en acquérir de nouveaux. En France, nous avons une sécurité sociale, nous avons tout un tas de dispositifs sociaux, donc de retraite, de maladie, au sujet de la maladie, au sujet de la perte d'emploi. Hein, le chômage en France, les indemnités chômage existent en cas de perte d'emploi. Et tout cela en échange d'un lien de subordination. Et qui parfois peut être difficilement vécu, n'est pas toujours évident. Et puis, si ces avantages disparaissent, pourquoi les gens souhaiteraient conserver un lien de subordination? Pourquoi des gens, nous sommes dans des sociétés de plus en plus individualisées, individuelles, où il est vanté, l'entrepreneuriat est vanté depuis quelques décennies, notamment en France, où je suis responsable de mon propre avenir. Eh bien, les gens peuvent se dire pourquoi j'irais me coltiner tous les jours de la semaine des collègues que je n'ai pas choisis, puisque c'est le principe, dans le travail, on ne choisit pas ses collègues. Et donc, parfois, certains envisagent, pour de bonnes ou moins bonnes raisons, de se tourner vers l'entrepreneuriat. Moi, je vois l'entrepreneuriat, ce mot entrepreneuriat, dans l'idée d'entreprendre, de créativité, d'innovation, de créer des choses dans le monde. Là, j'ai envie de reprendre Georges Canguilhem, hein, sur sa définition de la santé, donc de créer des choses dans le monde. Mais peut-être le salariat n'est pas un statut, en tout cas le salariat à la française, idéal, mais peut-être que l'entrepreneuriat où l'on serait tout seul dans son coin, c'est-à-dire quand même isolé et socialement au niveau financier, en tout cas précarisé, ce ne serait pas forcément la solution non plus. Il existe d'autres formes, hein, notamment les formes coopératives, hein, des coopératives d'activité et d'emploi. Il existe d'autres recrutements. On voit bien que les personnes ne cherchent pas toutes à travailler toutes seules dans leur coin, mais cherchent à se regrouper. Hein, et là, ça peut être source de belles aventures, de belles innovations et de beaucoup de créativité, donc de renouveau dans une société qui peut être en difficulté, notamment sur le plan économique. Parfait. Alors, nous tirons presque à la fin de cette conversation. Ariane, une dernière question. Euh, Comment voyez-vous l'avenir immédiat par rapport à ce virus, par rapport au monde du travail et la société en général, qu'elle soit française ou mondiale? Alors, l'avenir par rapport à ce virus, je ne suis pas du tout spécialiste. Je le vois quand même d'un côté un peu inquiétant, parce qu'il me semble que l'on n'en a pas fini avec ce virus et peut-être pas fini avec ceux qui vont suivre.
Et que donc ce virus, il est inquiétant, pas seulement du point de vue sanitaire et des malades, enfin, au niveau de la médicale, hein, mais aussi au niveau social et économique et des bouleversements, des incertitudes, de la précarisation qu'il va engendrer, hein, de l'éloignement social qu'il engendre déjà, puisque nous avons peut-être ailleurs aussi, mais en France, des publicités à la télé ou à la radio, peut-être dans les journaux, qui disent qu'on peut aller voir sa grand-mère, son grand-père, mais il faut rester à distance. Bon, qu'est-ce que ça dit d'une société qui se méfie de l'autre, hein, puisque c'est bien cela aussi que ça engendre. Tous ces problèmes de bouleversement dans le monde du travail et d'accélération peut-être d'une forme de précarisation ou d'accélération de fermeture d'entreprises qui peut-être avaient été décidées avant ou en tout cas étaient déjà dans les cartons avant, avec cette idée que le salarié coûte cher et le salarié français ou le salarié dans certains pays où il y a des protections sociales, hein, pour le dire peut-être plus simplement, coûte beaucoup plus cher que dans d'autres pays. Donc on va aller déplacer l'activité. Et bien de ce point de vue-là, de ce point de vue économique, social et peut-être aussi sanitaire, eh bien c'est très inquiétant. Et moi, je serais assez partagée entre de l'optimisme et du pessimisme. C'est-à-dire que je ne saurais être complètement pessimiste, mais je ne saurais être complètement optimiste. Il y a des très belles initiatives qui sont prises dans des petits endroits, c'est-à-dire localement. Localement, il y a je ne sais pas, dans telle ou telle région, il y a des personnes qui se regroupent pour faire telle ou telle chose. Euh, voilà, mais au niveau de grandes lois étatiques ou de grands bouleversements, peut-être au niveau de ce que sont les grands accords mondiaux sur le commerce ou ces choses-là, ou dans le monde du travail ou dans le monde de la santé, je ne sais pas si, il y aura des choses favorables venant d'en haut. En tout cas, la base est multiple, diverse et peut-être fractionnée entre ceux qui seront les grands perdants, qui n'auront pas la capacité à rebondir et qui seront durement touchés, frappés par cette crise donc à plusieurs titres. Ceux qui y verront une opportunité pour faire autre chose, vivre autrement, créer autrement. Et puis la grande masse peut-être qui, bon an, mal an, va suivre et poursuivre sa vie professionnelle et sa vie en général. Donc je ne saurais pas dire après les crises précédentes, c'est-à-dire la grande crise de 2008-2009, j'en étais venue à souhaiter que des choses changent comme il avait été annoncé. Bon, peu de choses ont changé du point de vue des affaires et du monde du travail, donc je suis partagée, mais je ne saurais être monolithique en tout cas. Je pense qu'il y a de la place pour du pessimisme, mais il y a aussi de la place pour de l'optimisme. Et j'ai envie d'accentuer, d'aller me pousser du côté de l'optimisme. Voilà, donc on va dire un optimisme prudent pour vous, Ariane, et puis on l'a vu tout au long de cette conversation, une redéfinition de la relation, de notre relation au travail, une transformation en cours hein, qui se poursuit donc du monde du travail et de la société en général. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous dire une fois de plus merci Ariane, Ariane Lejeune, psychoclinicienne, psychosociologue, formatrice, coach. C'était une conversation, une sorte de télétravail. Tout à Vous êtes fait. dans la région de Valence en France, et voilà. Et moi ici dans la région de Toronto au Canada. Donc c'est Éduc-Action ou l'éducation en action. Émission donc sur l'éducation comme le nom l'indique. Coproduction de Malisa Capital TV et d'Éduc Nation Consulting Inc. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un autre numéro tout aussi intéressant. Merci à vous, chers internautes, chers publics, pour votre fidélité à cette émission. Et nous faisons un coucou, là, nous disons un bonjour à tous ceux, toutes celles qui nous regardent du côté de Valence et du côté de la France en général. Merci une fois de plus, Ariane, et à bientôt.
Merci beaucoup. J'ai envie d'ajouter un petit mot. C'est aussi grâce à cette crise que ça nous a permis de travailler ensemble de manière aussi éloignée. Il y a quelque temps, je ne l'aurais peut-être pas envisagé et maintenant, c'est des choses que je peux envisager. Voilà. Merci D'autres avec moi, beaucoup. sans doute. À Merci bientôt. à vous, Bertrand. Merci, Ariane.